Je pensais être l'auteur de ma vie. Je savais certes qu'on pouvait être un personnage pour la vie d'un autre, un personnage important comme un conjoint, ou secondaire comme un voisin. Mais ce que j'ai découvert dans cet hôtel a changé ma perspective sur la vie, mon art et ma santé mentale. J'ai acquis la certitude qu'il existe des lieux et des personnes néfastes sans que vous puissiez bien vous l'expliquer. Je voulais terminer mon roman, que j'avais commencé sur les chapeaux de roue, mais qui commençait à s'enliser. L'histoire d'un type qui hérite d'un parking et qui le met en location, mais qui découvre rapidement que la place de parking est un passage dans le temps et l'espace. Une nouvelle de SF qui devenait un roman, quoi. J'ai donc loué une chambre dans un grand hôtel isolé de Castilla-La Mancha, au cœur de l'Espagne. J'avais envie d'être sur la terre du Don Quichotte, de Cervantes. Sur l'autoroute, je voyais déjà les moulins à vent sur les crêtes, et j'avais le sentiment qu'une semaine suffirait à terminer ce roman. Bon, je précise que je ne suis pas édité par une maison d'édition, que je fais cela par passion et que j'ai un job de freelance à côté. Ne me demandez pas pourquoi je ne suis pas édité. Sachez simplement que j'ai essayé à 2 ou 3 reprises et que j'ai essuyé des refus. J'ai pas forcé, c'est tout. J'arrive à un âge où je ne cherche pas à être reconnu pour mes récits, et tant pis si ça reste de l'amateurisme. Une route à peu près bien goudronnée serpente et monte une colline. Ma voiture, une Nissan Almera grise de 2000, galère un peu, mais arrive jusqu'au plat. Et en haut de cette colline bordée de champs de blé, je me gare sur le côté pour faire une photo. J'ai promis à ma conjointe de lui donner des nouvelles chaque jour. Elle est du genre anxieuse. Mais elle appuie ma décision. M'isoler est le meilleur moyen de terminer le roman. Car pas de distraction, une discipline renforcée. Enfin, c'est ce que je croyais. Je reprends la route qui descend sur quelques centaines de mètres, puis remonte plus fort et serpente jusqu'au mont sur lequel est perché l'hôtel. C'est la vue depuis le restaurant qui m'a plu. Un panorama sur toute la plaine jusqu'à l'horizon. On a l'impression d'être sur le toit du monde et d'embrasser toute la Castille d'un simple regard. J'arrive enfin devant l'hôtel. Le portail vert et rouillé est grand ouvert. Je vois 2 voitures garées plus loin. Je me dis que c'est parfait. Moins on est, mieux c'est. Je crois que l'un d'eux a les pneus à plat, mais je ne m'y attarde pas. Je me gare à l'ombre d'un olivier, magnifique. Ses branches frottent un peu le toit de la voiture. Je coupe le contact et m'adosse sur mon siège. J'ai une lourdeur dans la poitrine. Je ne sais pas à quoi c'est dû. Est-ce que mon inconscient me dit que je perds mon temps, que je devrais être près de ma conjointe, à ranger la maison, ou à prospecter pour de nouvelles missions de freelance? Ou est-ce que mon subconscient veut m'avertir d'un danger imminent? Je crois que, en fait, je me sens coupable de prendre une semaine de vacances. Parce que même si je suis là pour écrire, je le fais pour le fun. Je ne vais recevoir aucun denier de ce travail. Encore que j'ai découvert un jeune type qui raconte des histoires sur YouTube. Faudrait peut-être que je m'intéresse aux réseaux sociaux, moi aussi. Je prends mon sac côté passager et je sors. Il y a un vent frais qui balaie un peu la terre au sol. L'allée est bordée de grandes amphores gréco-romaines, dans lesquelles poussent des fougères et des plantes à fleurs blanches dont j'ignore le nom. La façade de l'hôtel est de pierre, mais recouverte de lierre. Les volets des fenêtres sont jaunes, un jaune tournesol. Je ne sais pas combien il y a de chambres, mais l'hôtel en impose avec ses 4 étages. Je monte les grandes marches du perron de pierre. Là encore, il y a des pots de fleurs, de la lavande et des herbes aromatiques. Et quand je passe le seuil, je suis saisi par la fraîcheur. Mes yeux ont du mal à voir dans l'obscurité qui contraste avec le jour. Je plisse les yeux et sursaute à la vue d'une femme qui me sourit sur la gauche, debout derrière son comptoir. « Bienvenido, ¿qué puedo hacer por usted ?» Mon espagnol est en gestation, car je vis dans le pays depuis peu. Je décide donc de lui parler en français. Sur Booking, il est mentionné qu'il parle français. « Bonjour, vous parlez français ?»« Oui, monsieur. »
Ah parfait, j'ai réservé une chambre pour la semaine. Je lui tends mon passeport. Je déteste la tête que j'ai sur cette photo. Le photographe m'avait dit à l'époque « Surtout ne souris pas ». Du coup, j'ai fait la gueule. J'ai la tête d'un fugitif. Elle ouvre le passeport, consulte mon nom et pianote sur son ordi. Puis finit par me remettre les clés de la chambre 46. J'aurais du mal à lui donner un âge à cette dame. Ni grande, ni petite, ni replète, ni maigre. Vous savez, le genre de personne qui passe totalement inaperçue, voyez ? Du moins, c'était mon sentiment. Comme un personnage cliché ou fade d'un mauvais livre. Ce genre de personnage pour lequel vous avez zéro empathie et qu'on ferait mourir aisément si l'intrigue l'exigeait. D'ailleurs, j'espère ne pas faire mourir mes personnages chaque fois que l'inspi viendrait à manquer. Je déteste ce genre de Deus ex machina. La chambre se trouve au 4e étage, me dit-elle. Vous pouvez y accéder par cet escalier. Voici un prospectus avec les informations sur le restaurant et les services de l'hôtel. Vous avez aussi des idées de visite touristique au dos. Bon séjour parmi nous, messieurs. Je lui souris, la remercie et me dirige vers l'escalier. Durant mon séjour, je n'ai pas visité les alentours. Je n'étais pas là pour ça. Et une force mystérieuse m'en a empêché. La route a été longue et j'accuse le coup. Je vais me faire une sieste. Il n'y a pas d'ascenseur. Les marches sont recouvertes d'un tapis rouge épais, tenu à chaque marche par une barre dorée. Au mur, de vieux tableaux au cadre imposant et eux aussi dorés. On y voit des hommes en armure, des demoiselles d'un autre temps. Ça sent bon le citron, et j'aperçois un diffuseur posé sur une petite commode au premier étage. Je jette un œil, un long couloir qui dessert des chambres. Je poursuis. À peu près la même chose au 2e étage. Le 3e est différent. C'est là que se trouve le restaurant, avec sa grande salle à manger et la terrasse qui donne sur le précipice et la vue imprenable. Un homme sort de la cuisine et me fait un geste de la main pour saluer. Je lui renvoie la politesse et continue. Au 4e étage, je suis un peu essoufflé. J'ai une condition physique déplorable et j'ai promis à ma conjointe de faire un peu de jogging si mon asthme le permet. Elle m'a dit textuellement « Bon, passe pas tes journées assis devant ton ordi, hein. Fais une pause pour déjeuner et va courir le soir pour te dégourdir. En plus, ça booste la créativité. » Je me rappelle avoir souri. Elle essaie toujours de jouer la carte de la créativité pour me convaincre. Oh, c'est vrai que je mets la créativité au-dessus de bien des choses. J'avance timidement dans le couloir. Une commode blanche attire mon attention avec sa grande photo encadrée. Je m'approche et là, j'écarquille les yeux. Une photo d'Hemingway dédicacée. Gracias por estos días maravillosos. Solo soy un personaje. Nunca he sido el escritor aquí. Ce qui veut dire, car j'ai demandé à ChatGPT pour être sûr, merci pour ces jours merveilleux. Je ne suis qu'un personnage. Jamais je n'ai été l'écrivain ici. Signé le grand Hemingway. Je suis perplexe en lisant ces mots, et j'en oublie presque mon roman. J'avoue néanmoins que sa phrase m'a obsédé un bon moment et que j'ai eu du mal à m'en défaire. Ce que j'adore chez Hemingway, c'est son style, si simple, si visuel et addictif. Je pense qu'il a eu une influence considérable sur Stephen King et des auteurs insoupçonnés qui n'ont rien à voir avec sa littérature à lui. Il y a des types comme ça qui vous envoûtent. Dans mon cas, je me dis que ce journal, présentement, que je suis en train d'écrire, est peut-être ce que j'ai écrit de mieux. Mes histoires de SF sont des historiettes pour ados. En fait, je suis incapable de dire ce que tout ça vaut. Et c'est bien comme ça. L'important, c'est que je prenne mon pied. L'écriture n'est pas qu'une affaire académique. Je vais jusqu'à la chambre 46, au bout du couloir. En face, une autre porte qui ne présente pas de numéro. Je me dis que c'est un local pour le service de ménage. J'ouvre ma porte avec ma clé d'or. Je doute qu'elle soit d'or pur, mais elle est lourde.
Je tourne 2 fois la clé et la porte s'ouvre seule en pivotant sur ses gonds. La fenêtre est grande ouverte. Le vent fait danser les rideaux blancs. Le lit est blanc, la commode aussi, sur laquelle est posé un bouquet de tournesols séchés. Quand je vois le petit bureau en bois dans le coin et sa chaise molletonnée, j'ai le sourire. Ça y est, que je me dis, j'y suis. Je vais enfin terminer le roman comme je l'entends. J'ôte simplement le miroir posé sur le bureau et le mur attenant, et je le dépose dans un coin. Je jette un œil par la fenêtre, je vois le mur d'enceinte un peu sur ma droite et la végétation touffue derrière. Sur ma gauche, l'allée et les voitures, l'entrée de l'hôtel. Oui, je crois bien que cette caisse a les pneus à plat. Je vais ensuite à la salle de bain. Azulejos au sol, baignoire avec tapis antidérapant. Tout est très propre et de bon goût pour moi. Je suis content. Je me déshabille, prends une douche de 2 minutes et m'écroule sur le lit sans prendre la peine de défaire les draps ou de fermer les volets jaunes. Je suis dead. Un bruit étrange me réveille. Je pense d'abord que c'est dans mon rêve. Un rêve, tenez-vous bien, dans lequel j'ai le pied coupé. J'essaye d'aller à l'hôpital à cloche-pied, mais une fois là-bas, le chirurgien me dit qu'il ne peut pas me le recoudre, car il est nécrosé. Et il ajoute que de toute manière, avec un hallux valgus aussi immonde, personne ne voudrait de ce pied. Je me réveille à ce moment du rêve et je prête l'oreille. Il y a un bruit. Ça ne vient pas de la cloison et de la chambre d'à côté, qui est vide de toute évidence. Non, ça vient plutôt de la tuyauterie dans les murs, comme un léger cliquetis. Mais pas sûr, en fait. J'ai aussi l'impression qu'il résonne de partout. Le bruit finit par s'arrêter, mais je m'habille et descends au restaurant prendre une bière. Il y a un client en terrasse. Un vieux avec un verre de vin rouge et des olives marinées. Il me voit du coin de l'œil, pivote un peu, et me dit bonjour. Je lui dis bonjour et vais m'asseoir à une autre table, tout près de la rambarde. Mon Dieu, quelle vue! L'horizon est si loin. Dans le ciel de gros nuages blancs et déjà le soleil couchant. Cette région a quelque chose d'hostile et de magique. Peu de gens vivent par ici, et je suis étonné de voir un hôtel aussi grand ici. Je ne crois pas qu'il y ait de saison haute pour ce genre d'endroit. Et même si la vue du restaurant est connue dans la région, je ne sais pas comment ils font leur beurre. Mais je me suis bien gardé de demander. Parfois je peux être très timide, et je trouve ça impoli, bien que ma curiosité aimerait une réponse. « Os recomiendo el vino de la casa », me dit l'homme. « Es excelente ». J'ai un moment d'absence, mais je comprends. Je lui dis d'accord. Il me suggère de prendre le vin de la maison qu'il dit excellent. J'avais envie d'une bière, mais va pour un verre de vin. Un jour, j'avais apporté un Bordeaux à un ami espagnol pour un barbecue. Il l'avait mélangé avec du coca frais et des glaçons. J'avais été scandalisé. Et il m'avait simplement dit « Non, non, goûte, fais confiance ». C'était pas mauvais, certes. Il avait ajouté que plus le vin est bon, plus le mélange est bon. Il y a des situations comme ça. Parfois, tu veux un bon vin, mais on te sert un calimocho. Le serveur arrive et prend ma commande. Du vin, donc, et comme j'ai un peu faim, des migas manchegas, un plat rustique à base de pain rassis, frit avec de l'ail, du lard et accompagné de raisins. C'est très bon. J'en profite pour lui demander « Excusez-moi, mais j'ai entendu un cliquetis étrange près de ma chambre. Je voulais m'assurer que tout était normal. »« Quelle chambre avez-vous, monsieur ?»« La 46. »« Je pense que ce n'est rien. La tuyauterie fait parfois des siennes. Ou c'était l'un de nos employés, vu que le local de ménage est juste en face. Je vais néanmoins m'assurer que tout est en ordre, monsieur. Je vous apporte votre commande. » Je suis étonné de leur niveau de français. Ils ont certes un accent à couper au couteau, mais leur parler est exemplaire. Ils sont très polis et serviables. Rien à dire à ce stade. Je suis tellement bien sur cette terrasse
que j'ai presque envie de laisser d'ores et déjà un avis positif. L'homme sur ma droite se lève et me souhaite un bon appétit. Me voilà seul. Avec mes pensées, pas toujours gaies malheureusement. Je suis pourtant persuadé qu'on est l'artisan de notre esprit et donc de notre vie. Le stress, par exemple, est un choix, selon moi. Mais j'avoue qu'entre cette croyance et la pratique, il y a un monde. Je suis quelqu'un qui peut se prendre la tête pour une bêtise, par exemple une obligation administrative, ou une réflexion désobligeante de quelqu'un que je connais à peine. Avec l'âge, ça va beaucoup mieux. Mais je suis loin des standards des grands maîtres comme Lao Tzu ou Épictète. Parfois, j'aimerais avoir, je sais pas, la vie d'un chien. Pas de compte en banque, errer dans les rues, vivre intensément les odeurs, mourir jeune. En tout cas, je ne serais pas un chien d'appartement. Je sais, c'est un peu lyrique de dire cela, et si j'étais effectivement un chien, j'aimerais peut-être vivre en homme. Mais je trouve la vie sur Terre, en tant qu'être humain, très contraignante. Et c'est cette croyance que j'espère dissiper bientôt, avec l'âge. Oui, je crois que j'aimerais une renaissance à l'intérieur. Je sors mon calepin et note quelques idées pour la fin de mon roman. J'ai envie de le finir, mais j'ai l'impression que l'intrigue est loin de son dénouement. Il faut savoir que, comme tout le monde, l'écrivain peut être paresseux, et parfois il a envie d'expédier l'histoire. Ce sont des choses qui arrivent. Le serveur revient, pose un verre vide, me montre la bouteille, et y dépose un fond pour me faire goûter. C'est un vin fort, pas très fruité, j'adore. Il me sert généreusement. 5 minutes plus tard, il revient avec mon plat. Je mange en silence, je regarde l'horizon. J'entends les grillons et des hirondelles passent. J'ai l'impression qu'on est entre deux saisons, que le temps ralentit soudain. Et je sens l'anxiété surgir des tripes et de la poitrine. D'un coup, mon pouls s'accélère, je commence à suer du front. Ah, c'est pas vrai, que je murmure. Dès que j'ai un moment de répit, il faut que le cerveau anxieux fasse des siennes. Mais cette fois, c'est légèrement différent. Je prends ma ventoline dans la poche de ma veste et me soulage. J'ai de l'asthme. Dans les régions sèches comme celle-ci, j'en ai moins que quand il fait humide, par exemple à Barcelone. Mais c'est surtout le stress qui provoque mes crises, je crois. Je finis presque mon plat, j'ai assez faim. Puis je relis mes notes. Rien ne me convient. Mais alors rien du tout. Je suis contrarié au possible, parce que l'histoire avait commencé si facilement, comme une évidence. Je m'étais inspiré du parking de ma grand-mère à Nîmes pour écrire cette histoire, bon sang. J'avais mis du vécu, c'était fluide, mais là, je suis en panne. Je n'arrive même pas à écrire quelques idées de dénouement ou de rebondissement. Je reste littéralement 5 ou 6 minutes, le stylo sur la feuille. Tout ce que j'écris ce soir-là, c'est un point, laissé par le contact du stylo sur la feuille. Mais à ce stade, je suis encore optimiste et je vais me coucher tôt en me disant que c'est juste la fatigue du voyage. Ce que je ne sais pas encore, c'est que ce point est le point final de mon roman. Un roman que je n'ai jamais pu terminer. Je me réveille en pleine nuit. Le cliquetis est revenu. J'allume ma lampe de chevet et reste à prêter l'oreille appuyée sur mon coude. Je me décide à sortir du lit. Je crois que ça vient de la chambre d'à côté cette fois. J'enfile le peignoir blanc de l'hôtel, déverrouille la porte et sors. Le bruit ne vient pas de la pièce d'en face, mais bien de la chambre attenante. Dans le couloir, personne, tout est très calme. C'est du reste un peu pesant. Je me poste en face de la chambre 45. Regarde ici et là pour vérifier qu'on ne m'observe pas. Une lampe de chevet éclaire le couloir le soir. Je devine seulement la rambarde de l'escalier au bout. A priori, personne. J'avance, pose timidement l'oreille sur la porte.
Le cliquetis vient bien de l'intérieur. J'ai le cœur qui s'emballe, mais il faut que j'essaye. Je pose la main sur la poignée, la tourne, et la porte s'ouvre seule, comme celle de ma chambre. Ce n'est pas fermé à clé. Dedans, je devine le lit, le mobilier. La fenêtre est fermée. Je cherche l'interrupteur à l'intérieur. J'allume et la pièce tout entière s'illumine. Je suis soulagé qu'il n'y ait personne. Je viens d'y penser. Un client aurait pu y séjourner. Encore qu'il aurait sans doute fermé à clé. Le lit est fait. La déco est différente de ma chambre, mais l'agencement est semblable. Je fais le tour du lit. Je cherche d'où vient le bruit. Mais même en prêtant l'oreille, je n'entends plus rien. Je vais jusqu'à la salle de bain. RAS. Je regarde par la fenêtre, mais je ne vois que l'allée éclairée par la lune et 2 petits lampadaires au bout de l'escalier. Je me retourne et scrute les recoins. Quelque chose attire mon attention, posé sur la commode. C'est un journal, je crois, recouvert d'une couverture de cuir noir. J'attends encore quelques instants, mais le bruit ne revient pas. C'est très calme. Seul un vent léger vient faire craquer le bois de la fenêtre. Et je trouve ça intriguant, ce journal. Je m'approche et je me décide à ouvrir. C'est écrit au stylo à plume, encre noire. Je fronce les sourcils. C'est du français. C'est écrit en français, je commence à lire avec attention. Mais je dois interrompre ma lecture. J'entends un bruit dans le couloir. Je n'ose pas bouger. J'ai envie de revenir dans ma chambre, mais je reste figé. Quelqu'un descend l'escalier. Et j'ai peur qu'il me voie. C'est bête. Suffit de sortir et de dire que je cherche d'où vient ce bruit métallique, ce cliquetis. Je ne fais rien de mal. J'attends. Je ne sais pas combien de temps j'attends, mais il n'y a plus de bruit dans l'escalier. Alors, je prends le journal, passe une tête dans le couloir, et constatant qu'il n'y a personne, je referme derrière moi avant de m'enfermer dans ma chambre. Dans mon lit, j'ouvre le journal au hasard et je lis ceci. Mon roman n'avance plus. Ce n'est pas faute d'avoir pris du temps et une belle chambre à l'hôtel. Mais que voulez-vous ? Parfois la vie vous fait prendre un tout autre chemin. Peut-être que je n'ai jamais été voué à écrire. Peut-être que je me suis inventé une vie d'écrivain. Tout ça n'était peut-être qu'un caprice de môme. Et aujourd'hui, les masques tombent. Je crois que j'aurais aimé être quelqu'un sans ambition. Autant vous dire que quand je lis ces lignes, le journal retombe sur mes genoux et je reste dans un état de perplexité rare. Impossible de dormir après ça. J'ai vécu des coïncidences dans ma vie, mais ça, jamais. La chambre 45, attenante à la mienne, avait-elle été celle d'un écrivain en panne d'inspiration ? C'est possible. Peut-être que le passage d'Hemingway, que j'ignorais jusqu'à mon arrivée, attirait des écrivains de tous les horizons, dont des Français. Comme une sorte de passage obligé. Ce qui m'inquiète le plus à ce moment-là, c'est la désagréable sensation que ce journal parle de moi. S'ensuit le sentiment immonde d'être entré par effraction dans l'intimité d'une personne. Je n'avais pas le droit de lire ce journal, encore moins de le prendre avec moi. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'ai agi par automatisme. Et l'automatisme, c'est le niveau 0 de la conscience humaine. L'homme mécanique. Et je m'en veux encore aujourd'hui. Cette nuit-là, je ne lis pas beaucoup plus le journal, mais impossible de dormir. Au petit matin, je commence à écrire ces lignes. J'écris mon propre journal. Le lendemain, je vais au restaurant prendre le petit déjeuner juste avant la fermeture de la cuisine. Des œufs, du bacon, je la joue à l'anglaise. Étrangement, je n'ai pas perdu l'appétit. Pas encore. Mais je suis harassé. Je ne pense plus qu'au journal que j'ai trouvé. Le point positif, c'est que je recommence à écrire même si ce sont ces lignes que vous entendez. « Vous permettez ?» me dit une voix derrière moi. Je me retourne.
et je vois le client de la veille, le vieil homme avec une moustache blanche. Il n'attend pas ma réponse et tire une chaise à lui. « On m'a dit que vous êtes français. » Je suis un peu désarçonné, mais j'apprécie l'effort qu'ils font tous pour parler ma langue. « Oui, je vis en Espagne depuis peu. J'apprends la langue. »« Ah, fort bien. Vous préférez qu'on parle en espagnol alors ?»« Oui, pourquoi pas ?» Je vais essayer de traduire et reproduire fidèlement notre dialogue. Il parlait lentement et de façon avenante. Il me semblait fort sympathique. Notre conversation, beaucoup moins, en revanche. « Vous êtes ici pour quelques jours ?» que je demande pour meubler. « Oh non, bien plus longtemps. Si longtemps que ma voiture ne démarre plus, voyez ?» Je ricane et pense d'abord qu'il plaisante. Il fouille dans son portefeuille et en sort une photo aux couleurs délavées. Je reconnais l'une des voitures que j'ai vues en arrivant. Et maintenant que j'y pense, j'avais bien vu que les pneus étaient à plat. Mais j'avais tellement l'esprit dans mes pensées que j'avais fait fi de ce détail pourtant inquiétant. Je porte le jus d'orange à ma bouche car j'ai la gorge sèche. Je ne me sens pas bien du tout. Il poursuit. « C'est pas tous les jours qu'on a du monde ici. À vrai dire, l'hôtel est souvent vide. Je suis arrivé il y a 1 an et je n'ai plus quitté l'endroit. Au début, c'était juste un séjour pour me remettre de la mort de ma femme. Et puis l'hôtel est devenu ma maison. Vous verrez, vous aussi vous resterez. Personne n'est jamais sorti d'ici indemne. Mais vous restez ici si vous voulez mon avis. Dehors, c'est la comédie permanente. Et personne ne s'en rend compte. » À ce moment-là, l'incompréhension se mêle à l'incrédulité. D'abord, je ne suis pas sûr de bien comprendre ce monsieur. Ensuite, ce qu'il dit me fait croire qu'il est fou. Sénile, vu son âge. Et pourtant, je ne touche plus à mon assiette tellement j'ai l'estomac noué. Ah, il me fout le bourdon. Il reste ensuite à regarder les nuages, puis il finit par me dire cette phrase lunaire qui me fait froid dans le dos. Il me dit, je cite, « C'est normal si vous n'arrivez pas à terminer votre roman. Vous n'en êtes pas l'auteur. Vous n'êtes qu'un simple personnage ici. » Je le regarde s'éloigner et je reste de marbre. Par la suite, j'ai fait en sorte de l'éviter. S'il était en terrasse, je me mettais à l'intérieur, ou je revenais plus tard. J'ai demandé des renseignements à l'accueil sur ce monsieur. On m'a simplement dit qu'il vivait là à l'année, mais qu'il n'était pas fou. Comble de l'ironie, cet homme a fait toute sa carrière dans une maison d'édition, à Madrid. Je n'ai pas ajouté une ligne de plus à mon roman. En revanche, j'ai fini de lire le journal anonyme. Et j'ai acquis la certitude que ce journal parle de moi. C'est un sentiment terrible. Avant-hier, j'ai lu un passage qui m'a donné la nausée, le voici. Le seul moyen de devenir l'auteur et non plus le personnage, c'est de renoncer à l'ego. Comme on lâche un bagage trop lourd. Très rares sont ceux qui y sont parvenus. Même si on vient vous chercher pour rentrer à la maison, vous resterez ce lamentable personnage. Même si vous donnez de l'importance à votre rôle, même si vous créez vous-même d'autres personnages, cela reste un fait. Vous n'êtes qu'un personnage ici. J'ai aussi repensé à des lieux hantés que j'ai visités. Je crois que cet hôtel est vivant. Je me rappelle d'un ancien couvent du XVIIe, je crois. Il avait une aura très forte, des murs épais, des corridors bizarres. Des rumeurs locales évoquaient même des bruits étranges la nuit et des apparitions. Une tragédie est survenue. Je lisais le journal, et notamment un passage que j'ai recopié tant il me paraissait mystérieux. Le voici. Avec la mort d'un être cher, la perte d'identité est la pire expérience que puisse faire un homme. C'est la mort de son être le plus cher. Même celui qui se déteste aime son moi malade et le chérit par-dessus tout. Mais cette perte est en même temps ce qui peut arriver de mieux à l'homme. Car il cesse d'être un personnage pour devenir l'auteur.
Il sait dès lors qu'il peut devenir n'importe quel personnage et que tout n'est qu'une comédie de bout en bout. La perte engendre la renaissance. Je suis donc là à recopier et méditer ce passage qui me prend aux tripes. Je sens comme un gouffre en moi, et je suis au bord de ce gouffre. Je prends peur et me lève. Pâle, je bois un grand verre d'eau. Le cliquetis reprend, plus fort que jamais. Je sors, le couloir est vide, il est 3 heures du matin. Je me poste devant la chambre 45. Mais le bruit ne vient pas de là. J'avance pieds nus en peignoir dans le couloir, tout est si calme, comme d'habitude, comme si j'étais devenu sourd. Il y a un chevalier en armure accroché à la rambarde de l'escalier. C'est pittoresque en journée, et ça fout la frousse la nuit. Je vais ainsi de porte en porte, mais je ne trouve pas la source du cliquetis. Alors je descends l'escalier. Si on me demande ce que je fais à errer à 3 heures du matin, je dirai la vérité. Il y a un cliquetis ennuyeux dans cet hôtel, et je pense que je commenterai sur ce point dans Google. J'arrive au 3e. Ils ont laissé la baie vitrée de la terrasse entr'ouverte pour aérer. Je jette des regards inquiets ici et là, mais personne. Je vais jusqu'à la cuisine. La lune est jaune, l'inox du grand plan de travail est impeccablement propre. Je touche une casserole suspendue du coude et sursaute. Je pose mes 2 mains pour la stabiliser. Manquerait plus que je fasse un fracas qui réveille tout l'hôtel. Je ressors. J'ai envie de me mettre en terrasse et d'admirer la nuit, les lumières des villes au loin, les champs sous la lune. Mais quelque chose me pousse à inspecter les lieux. Je vais au 2e. J'entends toujours le cliquetis, un peu étouffé néanmoins. Je colle mon oreille sur chaque porte. De toute manière, à part le vieux et moi, il n'y a pas de clients. Et le personnel dort dans une annexe, de ce que j'ai compris. Ce qui est idiot vu l'espace disponible. Devant la chambre 26, je me fige. Le cliquetis est nettement perceptible. Le bruit doit remonter par les canalisations jusqu'à ma chambre. J'hésite, vérifie que personne ne m'observe. Je manque de renoncer, mais je ne peux m'en empêcher. Je pose une main sur la poignée et la presse lentement vers le bas. La porte s'ouvre. Là encore, ce n'est pas fermé à clé. J'ouvre très lentement pour ne pas faire grincer. Et là, je ne vois pas grand-chose car les volets sont fermés. La lampe qui éclaire le couloir est faible, mais envoie un peu de lumière. Je trouve l'interrupteur sans effort car les chambres sont presque toutes identiques. La lumière jaillit du lustre au plafond. Et là, je le vois. Le vieux à la moustache, assis à son bureau. Mes joues se gorgent de sang, mon cœur s'emballe. « Oh mon Dieu, je suis désolé, cher monsieur. Désolé, je me suis trompé de chambre. Toutes mes excuses. » Je vais pour refermer et remonter à toute allure dans ma chambre. Je referme la porte, presque entièrement, sans attendre de réponse. Mais je me retiens de fuir. Le vieux ne dit rien, ne bouge même pas la tête. Je rouvre lentement et je l'observe. Il est de profil. Je distingue pas bien son visage. « Monsieur, tout va bien ?» Pas de réponse. Je m'avance jusqu'à lui. Il a la tête appuyée sur le buste, les bras ballants de part et d'autre de la chaise, les yeux fermés, le visage détendu. Je le secoue un peu par l'épaule car je me dis qu'il somnole. Mais il bascule sur le côté et je le retiens avec les mains. Il est froid. Je commence à paniquer. Je le remets en place. Je me mets en face de lui et prends son pouls. Puis une boîte de cachet attire mon attention. Elle est vide. Des somnifères, je viens de comprendre. Il a mis fin à ses jours. Je sens la panique me gagner, mais je ressors lentement. Je laisse la lumière allumée et la porte ouverte. C'est dans l'escalier que je commence à courir. À l'accueil, personne. Je sors, cherche de l'aide, je vais jusqu'à l'annexe et réveille tout le monde. La suite n'est qu'un ramassis d'impressions diffuses. La femme de l'accueil est la première à constater la mort du vieux. Je leur raconte tout. Je leur explique le cliquetis.
ils ne mettent pas ma parole en doute. Depuis que j'ai commencé à lire ce journal, j'ai l'esprit tourmenté, obsédé, angoissé. Et depuis la mort du vieux, c'est pire. La police est venue, on l'a enterré dans un cimetière voisin, selon sa volonté, qu'il avait écrite au préalable sur un papier. Un type des cuisines m'a dit quelque chose que j'aurais aimé ne pas savoir. Je lui ai dit qu'il ne semblait pas affecté par ce drame. Et vous savez ce qu'il m'a répondu ? Il m'a répondu simplement que ce n'était pas la première fois qu'un client se suicidait dans l'hôtel. Si vous voulez mon avis, on ne peut rien reprocher au personnel, serviable, réactif. Mais leur présence me pèse. Ils sont comme robotisés. Je n'arrive pas à engager une discussion. Ils restent professionnels, ne révèlent rien d'eux, ils sont trop neutres. Leur sourire est convenu, sans générosité, trop suspect à mon goût. Le personnel me dérange, oui, et j'évite désormais le restaurant. Je préfère jeûner, même si je me sens très faible. Ils m'ont laissé une note étrange sous la porte, l'autre jour. « Votre femme a appelé, elle se fait du souci. » J'ai déchiré le mot. Je n'ai pas de femme. Pas que je sache. Ils ont dû se tromper de client. En même temps, je suis le seul et unique client maintenant. C'est bizarre tout ça. Je me garde bien de leur demander des précisions. Ils me répugnent. Parfois je me demande pourquoi je ne suis toujours pas parti de cet endroit. Peut-être que je m'en voulais pour le vieux. Faut dire que je le fuyais. Je me rends compte que, outre le personnel, ce vieux n'avait que moi à qui parler. Et ça a pu lui peser. La solitude a de quoi vous ôter vos dernières envies de vivre, mais je me dis que je n'y suis pour rien. Cependant, quand le prêtre a fait son discours devant la tombe, j'étais au plus mal. L'hôtel était étrange, mais là, il devenait macabre. Moi aussi, je me sens si seul. J'ai l'impression que personne ne me comprend, et je crois que je ne comprends personne. J'ai l'impression de m'être réveillé d'un songe, voyez, pour entrer dans une réalité de cauchemar. Je suis comme dans une mise en abîme où tout devient menaçant. Même le vieux client à la moustache me fait peur, alors qu'il est mort. J'ai l'impression qu'un esprit m'observe le soir quand je dors, ou qu'il y a des yeux dans les murs, ou que la femme de l'accueil n'est, je sais pas moi, une androïde, ou que je ne suis pas moi-même réel, que je ne suis qu'un pantin qui croit tirer ses ficelles. On toque à ma porte, ce qui me sort de mes sombres rêveries. « J'arrive », que je dis nonchalamment. « J'arrive ». J'enfile le peignoir de ma chambre, je m'habille rarement désormais, croise mon visage dans le miroir. J'ai le teint blême. Je suis affreusement mince au niveau des joues. Oh, je suis malade. J'ouvre d'une main fébrile, et là, l'un des employés de l'hôtel, et à ses côtés une femme qui a l'air contrariée, mais dont l'air m'est familier. « Monsieur, votre femme, elle se faisait du souci, vous ne lui avez pas donné de nouvelles. » La femme remercie l'homme, l'expédie presque, me repousse à l'intérieur et claque la porte derrière elle. Elle laisse retomber son sac lourdement au sol et me dit « Tu peux m'expliquer ce qui se passe ? T'es fou ou quoi ? Je me suis fait du souci pour toi, tu réponds pas à mes appels. Tu m'as donné aucune nouvelle. Je manquais d'appeler la police, heureusement à l'hôtel ils m'ont confirmé que tu étais là. Ça fait longtemps que tu devrais être rentré à la maison, tu fous quoi Marc ?» À ce moment-là, je m'assois sur le bord du lit. Je suis abasourdi. J'aurais donc prolongé mon séjour ? Je n'aurais pas vu les jours passer ? Mais plus étrange encore, c'est cette femme devant moi. Elle m'est familière, certes, mais je ne connais pas son prénom. Je suppose qu'elle est ma femme, vu comment elle se comporte. Je ne sais pas quoi dire. Je crois que je ne suis pas très bien. J'ai des pertes de mémoire. Je lui dis quelque chose dans le genre. Elle va se servir un verre d'eau et l'avale cul sec. Elle me regarde avec de grands yeux, un peu sceptique, mais aussi avec tendresse. « Marc, » qu'elle me dit, « c'est moi, Adna. Tu me reconnais, n'est-ce pas ? Marc, regarde-moi. » Moi, je regarde au sol. Je suis perdu, je crois. Quelque chose a dû dérailler en moi, sans que je m'en rende compte.
À moins que ce soit cet endroit. Elle se penche, puis se met à genoux et relève ma tête avec ses mains fines. C'est moi, Adna, ta femme. C'est pas grave, c'est pas grave. On rentre à la maison maintenant. Allez, viens. Je ne dis rien. Je la regarde faire. Elle ramasse mes affaires qu'elle met dans un sac. Je crois que je subis une perte d'identité. 10 minutes après, me voilà devant la femme de l'accueil, mon sac de voyage à mes pieds. Elle me demande si tout s'est bien passé et me demande de payer. Je la regarde avec de grands yeux et lui dis que j'ai déjà réglé en ligne sur Booking. Oui, monsieur, votre première semaine, mais pas tout le séjour. L'hôtel est ravi que vous ayez prolongé vos vacances parmi nous. Nous espérons vous revoir très bientôt. Je manque de tourner de l'œil en voyant la note. D'autres comme moi n'auraient pas pu régler. Je la regarde. Elle a ce sourire un peu ignoble. Je crois lire dans ses pensées. Elle va me proposer de rester si je ne peux pas payer. Je crois que c'est comme ça qu'ils ont eu le vieux. Ils l'ont piégé. Si ça se trouve, ils l'ont drogué. Ils ont dû dégonfler ses pneus. Allez savoir ce qu'ils nous ont servi à boire et à manger. Je frissonne et m'empresse de payer. Tant pis pour l'argent. Oh, je pense déjà à l'avis que je vais leur laisser sur Google. Je ferai fermer cet endroit s'il le faut. Par la force des mots, je leur taillerai une réputation si exécrable que personne ne viendra. Et la terrasse ne servira qu'à sauter dans le vide. Les murs seront délabrés, la végétation pourra tout engloutir. Celle qui s'appelle Adna fume une clope sur le perron, les bras croisés. Elle expulse la fumée violemment et me sort de mon courroux. Elle essaye de faire redescendre le stress. Moi, je la crois sur parole, même si j'ai des trous de mémoire. Je paye donc mon dû et je demande quelques minutes à Adna pour écrire ces dernières lignes. J'ai laissé le journal de l'inconnu à sa place initiale et quant à moi, il ne me reste plus qu'à écrire ceci dans mon journal. Je ne suis pas l'auteur. Je ne l'ai jamais été. Je ne suis qu'un pauvre personnage. C'est pour ça que j'ai pas pu terminer le roman. C'est pas moi qui écris le roman. L'auteur me dit quoi faire, alors ne m'en voulez pas. À moins que l'auteur se cache derrière le personnage. Journal anonyme, retrouvé dans le hall de l'hôtel Personaje, Castilla-La Mancha, 2025.